Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. Nous sommes lundi 9 mai 2022. Merci d'être au rendez-vous du journal de la RPA. Bonsoir ou bonjour. Le sommaire d'abord. La présidence de la République citée comme instigatrice de la détention de l'ancien patron de Kila Hospital, des sources au service national des renseignements où il est emprisonné révèlent qu'ils appliquent les directives du bureau du président Ndayishimiye. La machine serait déjà en marche côté CNDD-FDD pour former les membres de l'armée de réserve FRAD. Dans ce journal, vous entendrez des responsables des Imbonerakure qui parlent des formations en cours dans le pays. Et enfin, le gouvernement avoue être incapable à résoudre le problème de manque de sucre, les quantités produites localement étant insuffisantes. La ministre du Commerce a annoncé qu'il n'y a pas de devise pour importer les quantités manquantes. Au micro, vous êtes avec Inès Kakiza. On se retrouve dans quelques poussières de secondes pour le développement. Encore une fois, bonjour et bienvenue. Commençons par le commentaire de la rédaction de la RPA. Une semaine, jour pour jour, que des militaires burundais en mission de maintien de la paix en Somalie aient été attaqués par les terroristes du mouvement Al-Shabaab. Une attaque qui a coûté la vie à plusieurs militaires burundais. Actuellement, d'aucuns s'interrogent sur le silence de Gitega quant aux cérémonies funéraires des trépassés ou encore de la mise en lumière des faits. Le commentaire de la rédaction de la RPA, c'est avec Josiane Mouzaneza. C'était au petit matin du 3 mai, lorsque les terroristes du mouvement El-Shabaab ont mené une attaque meurtrière contre le 61e bataillon burundais de l'ATMIS, la mission de transmission de l'Union africaine en Somalie. Des informations en provenance des rescapés de l'attaque font état de 51 morts et de 7 portés disparus. Au moment où l'attaque a été menée mardi, le mercredi, le porte-parole de l'armée burundaise, le colonel Floribert Biyeleke, a déclaré, je cite, « Le contingent burundais déplore 10 militaires tués, 5 portés disparus, 25 blessés. 20 terroristes du groupe Al-Shabaab ont également été tués. » Fin de citation. Partant, le regret chez les observateurs avisés réside sur le fait que le gouvernement burundais sous-estime la valeur de ces enfants qui ont péri au combat. Non seulement Gitega cache la vérité sur les pertes humaines qu'a occasionné cette tragédie, mais aussi un flou plane autour du rapatriement des corps pour un enterrement honorifique et digne de ce nom. Les familles éprouvées non plus ne sont pas signifiées. Des éléments du mouvement El-Shabaab auraient même enterré les corps de ces patriotes burundais dans des conditions horribles. Quel déshonneur! Certaines personnes qui suivent de près ce qui se passe au Burundi et qui se sont entretenues avec la RPA déplorent amèrement l'attitude du numéro 1 burundais Evariste Ndayishimiye qui ne s'est contenté que de tweeter seulement au lieu au moins de prononcer un discours de condoléances aux familles éprouvées, mais aussi de décréter un deuil national. Merci Josiane Mouzaneza. Je viens de vous le dire, les membres de la Ligue des Imbonerakure dans différentes provinces du pays auraient débuté avec les préparatifs d'intégration à la force de réserve et d'appui au développement du pays, FRAD en sigle. Un des responsables des Imbonerakure de la province Ngozi nous parle des sujets de la formation suivie durant 5 jours par plus de 800 Imbonerakure. Une formation dite sur le patriotisme. Ceux qui se trouvaient dans la salle suivaient soi-disant des enseignements visant à éveiller leur amour et esprit patriotique. Mais en réalité, les enseignements ne portaient que sur les divisions car on voulait qu'ils prennent conscience que tous les opposants sont leurs ennemis, donc ils devraient seulement dédier leur vie au parti CNDD-FDD.
Pour ce qui est des entraînements paramilitaires, ils en sont encore à la phase théorique, en attendant la phase pratique qui ne serait tardée. Ce sont alors ces Imbonerakure qui constitueront la fameuse FRAD, qui est en réalité une armée parallèle appartenant au parti CNDD-FDD. Les autres explications ne sont que de la poudre aux yeux. Ils ont clairement dit que désormais l'armée recrutera dans ce corps nouvellement constitué, car l'objectif est de légaliser cette milice. Déjà, certains de ces Imbonerakure sont déjà pris à partir sur le front en RDC et sont pour le moment cantonnés en province Bubanza, mais je ne connais pas encore leur nom. Solidaire des Imbonerakure révèle que pour intéresser et attirer plus de candidats, ils leur promettent une enveloppe de 10 millions pour un groupe de 50 Imbonerakure par colline pour l'autodéveloppement. À leur retour, ils ont implanté des coopératives sur toutes les collines, des coopératives qui diffèrent de celles dénommées Sangwe. Chaque colline a baptisé sa coopérative comme bon lui semble. En fait, ils ont demandé aux Imbonerakure de se regrouper pour constituer un nombre compris entre 20 et 50 et on leur a donné une somme de 10 millions de francs burundais. Ce montant serait destiné à les remercier pour leurs bons et loyaux services rendus au pays et cette somme est non remboursable. Ces Imbonerakure ont été soigneusement choisis car ce ne sont pas tous les Imbonerakure qui sont concernés par ce programme. Seuls les plus zélés et virulents sont sélectionnés car supposés loyaux envers le parti. Et les responsables de ce parti de l'Aigle reconnaissent ces formations ce dimanche à l'occasion de la remise des certificats. Plus de 800 Imbonerakure des provinces Ngozi et Kayanza. Révérien Dikuliyo, secrétaire général du CNDD-FDD, a fait savoir que ces formations seront dispensées dans tout le pays car elles sont indispensables pour la préparation des futurs dirigeants du pays. C'est toujours le journal Page Droits de l'Homme. À présent, 39e jour de détention du docteur Christophe Sahabo. Les informations en possession de la RPA affirment que l'ancien patron d'Okira Hospital est détenu sur ordre de la présidence de la République. Nos sources du service national des renseignements révèlent que les directives dans ce dossier proviennent de la présidence. Les détails avec Eloge Divin, Remesha. Le bureau de la présidence est cité comme étant derrière la détention illégale et continue du docteur Christophe Sahabo, survenu depuis le 1er avril de cette année. Selon un officier du service national de renseignement, c'est le chef de cabinet civil à la présidence, le général Gabriel Nizigama, qui est en charge de ce dossier et qui donne des directives y relatives. Cet officier précise que c'est cela qui fait d'ailleurs que le service national de renseignement n'a pas encore décidé de le faire comparaître devant la justice ou de le libérer. Pour bien expliciter, cet officier dit que le service national de renseignement ne peut en aucun cas décider du sort du docteur Sahabo car les directives viennent du haut sommet. Autre révélation de cet officier de la documentation burundaise, c'est que même les directives sur la détention continue du docteur Sahabo au cachot de la documentation sans droit de visite trouvent origine dans le fait qu'il n'a pas répondu favorablement à certaines sollicitations des ténors du parti au pouvoir, le CNDD-FDD. Ce lundi donc, le docteur Christophe Sahabo totalise 39 jours de détention au sein du service national de renseignement, alors que le code pénal burundais prévoit une détention maximale de 14 jours. Durant cette période de détention, aucune communication officielle n'a encore filtré sur les mobiles derrière son emprisonnement qui inquiète plus d'un. La RPA a déjà contacté la Commission nationale indépendante pour les droits de l'homme, lui demandant si elle se serait déjà saisie du dossier Sahabo, mais son président Sixte Vinyini Mulaba nous a répondu par la négative. Quant à Evelyne Boutoyi, porte-parole du numéro 1 burundais, elle s'est gardée de tout commentaire. Merci, Éloge Divin Remesha et les membres des 3 membres du CNL arrêtés par le service des renseignements à Muyinga la nuit du samedi dernier s'indignent contre le fait qu'on leur a refusé le droit de visite. Bien que le patron du service national des renseignements à Muyinga préfère garder silence sur ce dossier, la CNIDH, Commission nationale indépendante des droits de l'homme, elle nous a répondu être au courant du dossier et qu'elle collabore déjà avec les familles des personnes arrêtées.
Eric Niondilma nous en dit plus. Ces 3 militants du parti CNL ont été tous arrêtés samedi dernier au chef-lieu de la province de Muyinga par les agents de la documentation. Depuis, les membres de leur famille ne les ont plus revus. Ces derniers disaient que le responsable de la documentation en province de Muyinga leur en a maudit que c'est lui qui détenait ces 3 personnes. Mais les membres de ces militants du parti CNL trouvent insensé qu'une telle autorité viole sciemment la loi en les refusant de les rendre visite. Ils ont appelé à la documentation vers midi et on leur a répondu que ces personnes étaient en détention pour des raisons d'enquête. On leur a également signifié que personne n'avait le droit de leur rendre visite. Joint par la rédaction de la RPA, Félix Avdalimana, responsable de la documentation en province de Muyinga, il nous a raccroché au nez après avoir entendu l'objet de notre appel. Du côté de la CNIDH, ils nous ont répondu que les familles de ces 3 personnes les ont saisies et que la CNIDH est en train de suivre de près ces dossiers. Rappelons que les 3 membres du parti CNL qui ont été arrêtés sont Dieudonné Nibaruta, chargé des activités du parti CNL en province de Muyinga, Evariste Hakizimana, qui s'était rapatrié au mois de novembre dernier et qui pressait Amukoni, le chef-ouvrier de la province de Muyinga, ainsi que le nommé Siriaki Kwasa, enseignant à l'école fondamentale d'Okaze Kibondo, située en commune Muyinga. De Muyinga, rendons-nous à Ngozi pour parler encore des militants du parti CNL. Agathon Rwasa dénonce le jugement rendu contre 7 militants de son parti CNL de la colline Ruyumu, zone et commune Kiremba de la province Ngozi, arrêtés après des échauffourées avec des militants du parti au pouvoir, le CNDD-FDD. Pour le président du CNL, une justice qui divise le peuple n'est en rien bénéfique pour le pays. Suivez Agathon Rwasa, président du CNL. Notre slogan est basé sur la justice, mais pas celle qu'on voit sur papier, parce que la réalité ici est autre. Vous vous souvenez d'ailleurs des larmes versées par le président de la République à cause justement de ce dysfonctionnement de l'appareil judiciaire. Avant-hier, j'ai entendu quelqu'un dire qu'il y a des choses qu'un homme épris de justice ne peut en aucun cas oser faire. Dans ma commune natale, par exemple, ces gens qui se croient au-dessus de la loi sont venus et ont violenté les citoyens et les ont en plus obligés de donner une contribution de 100 000 francs chacun. Révolté, le chef collinaire s'est interposé et en a payé les frais car ces gens se sont rués sur lui et l'ont passé à tabac. Quand les autres ont vu cette autorité se faire tabasser, ils sont intervenus pour le protéger. Les 2 groupes se sont alors affrontés. Mais paradoxalement, le lendemain, ils ont procédé à l'arrestation de ce chef collinaire et de son épouse et les ont emprisonnés. Vous comprendrez qu'ils avaient une liste préétablie des personnes à arrêter. Pire encore, ce vendredi, le procureur de la République à Ngozi a requis à leur encontre 20 ans de prison ferme, une amende de 100 000 francs chacun, ainsi que des indemnités de 107 millions, en plus de la mise en vente de tous leurs biens. Est-ce que vraiment cette personne a une once de justice en lui? Aujourd'hui, le pouvoir appelle les réfugiés à regagner le pays. Et lui, il veut chasser une certaine catégorie de la population. Si c'était moi qui l'avais nommé, je l'aurais systématiquement suspendu de ses fonctions. C'est vraiment honteux. La justice que nous réclamons n'a rien à voir avec celle-là. Nous voulons une justice qui rassemble et non celle qui divise. Mais le chemin est encore loin pour y arriver. Ces 7 militants du CNL sont en détention depuis le 24 avril et ces propos ont été recueillis ce dimanche lors de la célébration du 3e anniversaire de l'agrément du parti CNL. Et toujours en rapport avec ce dossier des échauffourées entre membres du CNL et du CNDD-FDD de cette colline Ruyumu, 3 ménages des membres de ce parti CNL qui se sont esquivés pour ne pas être arrêtés ont été attaqués la nuit dernière par un groupe des Imbonerakure. Les habitants de cette colline indiquent que ces Imbonerakure ont tabassé les épouses de ces militants du CNL, leur bétail blessé et les maisons ont été vandalisées. L'idée avec Marie-Ange Irakodze. C'était vers 21h de ce dimanche lorsque ces 3 ménages des militants du CNL de la colline Ruyumu ont été attaqués par un groupe d'Imbonerakure.
Selon les habitants de la localité, ces Imbonerakure ont passé à tabac les épouses de ces hommes en cavale et vandalisé leur maison. Cette attaque a visé les ménages des membres du CNL qui ont récemment fui la persécution des Imbonerakure. Ces derniers ont détruit les portes des maisons, ils ont blessé tout le bétail trouvé sur place, dont les vaches, les chèvres ainsi que les porcs. Ils ont abîmé même les ustensiles de cuisine. Ils s'en ont également pris aux femmes de ces hommes en cavale. Ce groupe d'Imbonerakure qui a attaqué ces ménages était dirigé par certains parmi les administratifs à la base, selon toujours notre source. À la tête de ce groupe qui a attaqué ces ménages se trouvait le chef collinaire Balthazar Manizanaviose alias Minoko, un sous-chef de la colline nommé Denga Denga et un prénommé Alexandre alias Didi. Ce sont ces gens qui dirigeaient cette attaque cette nuit. Les femmes malmenées se sont rendues à la commune ce matin pour porter plainte. Les chefs de ces 3 ménages attaqués par des Imbonerakure sont en cavale et leurs 7 autres camarades de parti sont incarcérés suite à une même affaire des échauffourées avec des membres du parti au pouvoir, le CNDD-FDD, qui ont eu lieu en date du 24 avril 2022. À ce propos, nous avons contacté Pascal Sevigo, administrateur de la commune Kiremba, mais il n'a pas voulu s'exprimer sur le dossier. Merci Marie-Ange Irakodé, bilan hebdomadaire de la sécurité avant d'entamer la page gouvernance. 6 personnes ont été tuées la semaine dernière dans 3 différentes provinces. 5 ont été tuées à l'aide des armes à feu. Elvis Nyamongeli. 4 personnes ont été tuées samedi dernier dans la réserve naturelle de la Kibira en commune Mobile de la province de Chibitoki. L'un est un militaire tué par un groupe d'hommes armés qui parlent le Kinyarwanda. L'armée régulière a riposté et a tué 3 dossiers rebelles rwandophones. Les accrochages entre l'armée et ce groupe avaient débuté mercredi dernier. En province de Bubanza, un policier s'est donné la mort avec son arme de service. Cela s'est passé vendredi dernier sur la colline Kagwema de la commune Gihanga en province de Bubanza. Les administratifs et les forces de l'ordre ont indiqué que les enquêtes sont en cours pour connaître la cause de ce suicide. L'autre crime que la RPA a pu répertorier au cours de cette semaine écoulée est un infanticide. Il s'agit d'un bébé de 6 mois étranglé par son bon-père nommé Jeha Kengurutse. Le crime a eu lieu lundi dernier sur la colline Mutala de la commune Busoni en province Kirundo. Pour le moment, le présumé auteur du crime est entre les mains de la police pour des raisons d'enquête. Page gouvernance, comme promis, le régime CNDD-FDD pérennise les contributions illégales exigées à la population. Actuellement, il collecte des contributions dites pour la construction du palais présidentiel en province Gitega. Tous les commerçants sont appelés à contribuer et les fonctionnaires de l'État sont, quant à eux, obligés de donner tout le salaire mensuel. Emmanuel Niungeko nous en dit plus. Le régime CNDD-FDD continue sans cesse d'exiger à la population des contributions illégales, en plus de celles liées aux élections de 2020, à la construction de diverses infrastructures, dont les stades, les permanences du CNDD-FDD, ainsi que les dons destinés à certains dignitaires lors des descentes dans les provinces. Actuellement, ce régime est en train de collecter de l'argent alloué à la construction du palais présidentiel en province Gitega. Tous les fonctionnaires de l'État et hommes d'affaires sont appelés à contribuer. Certains ont déjà donné leur contribution, comme cet homme d'affaires qui a été invité à visiter ce palais en chantier afin de dévoiler le montant à contribuer. Je m'appelle Dekatouane Abraham. Je suis un jeune entrepreneur. Je suis à mes débuts. Excellence, merci beaucoup pour nous avoir accordé cet honneur de nous avoir invités ici. Normalement, au Palais Royal, on n'y va pas les mains vides. Pour y entrer, tu apportes quelque chose. On nous a dit de venir ici et nous avons pensé que le chantier avait peut-être besoin du ciment. Moi, demain matin, Excellence, je donnerai 50 millions. Ils vont m'indiquer le numéro du compte. Demain matin, c'est dimanche, plutôt lundi. Merci beaucoup.
Son numéro de compte demandé par l'homme d'affaires a été annoncé publiquement dans une lettre adressée aux différents membres du gouvernement le 27 avril 2022. Le ministre des Finances, du Budget et de la Planification économique de M. Ndihokubwayo leur a demandé de faire une large diffusion du compte de transit des contributions populaires à la construction du palais présidentiel de Gitega. Il s'agit, a-t-il indiqué, du compte numéro CC 13360 intitulé Urubumbiro rw'imuhira ouvert dans la Banque de la République du Burundi BRB. Selon les informations en possession de la RPA, certains ministres, notamment celle de la Justice et celui de l'Intérieur et de la Sécurité publique, auraient déjà organisé des réunions à l'endroit des hauts cadres de leur ministère pour leur exiger d'aller donner des injonctions au personnel sur la procédure à suivre pour contribuer. Ils leur ont intimé l'ordre de céder soit le salaire du mois de mai, soit celui du mois de juin. Les fonctionnaires de l'État s'inquiètent de ces contributions forcées étant donné que le salaire mensuel de la plupart d'entre eux ne leur permet pas de joindre les deux bouts du mois. La solution au problème de pénurie du sucre au Burundi n'est pas pour bientôt. Lors de la présentation des réalisations trimestrielles de son ministère ce vendredi, Marie-Chantal Nijimbele, ministre du Commerce, a expliqué que non seulement la société sucrière de Mosso Sosumo ne peut plus satisfaire le marché intérieur, mais aussi l'importation de cette denrée n'est pas possible à cause du manque de devises. À part le sucre, même l'or noir reste rare au pays. Les habitants des différents coins qui se sont entretenus avec la rédaction de la RPA déplorent que les conséquences de cette situation pèsent lourd. Francine Mahoro. La disponibilité du carburant date d'ici avril dans la capitale politique Gitega. Il y avait 3 jours d'attente de ce produit pétrolier. Du carburant qui n'a duré que le temps de la rosée, indique cet habitant de la ville de Gitega. Je suis citoyen de la capitale politique Gitega. Nous connaissons un problème de manque de carburant. La dernière date de la disponibilité du carburant est le 6 mai. Sur 9 stations, pas seulement ont été alimentés. Des véhicules s'étaient alignés pendant 3 jours à attendre du carburant qui n'a duré que le temps de la rosée. Les distributeurs en ont de la spéculation. Appare yuko imodoka ari nyinshi ariko n'abakidandaza barafisemwo speculation. En pleine capitale économique, il n'est quelquefois disponible que le mazout. Dans la ville de Bujumbura, l'essence est des fois disponible. Il n'y a pas de longue fuite d'attente. Quelques stations comme celle d'Interpétrol et Mogas de Kinindo. Le problème réside surtout sur le carburant de type mazout utilisé par de longs véhicules. Rappelons que le gouvernement n'a jusqu'ici démontré son effort à résoudre le problème lié à la pénurie du carburant. Merci Francine Mahoro. Et les explications des autorités que cette pénurie des produits pétroliers est une conséquence directe de la guerre ukraino-russe ne sont pas fondés. Les témoignages recueillis dans différents pays de la sous-région montrent que l'impact de la guerre a été la hausse du prix du carburant et pas la pénurie. Suivez ces habitants de quelques pays de la sous-région. Au Kenya, on a connu aussi cette crise de carburant, mais ça n'a pas beaucoup duré. Je pense que ça a duré une semaine, pas plus en tout cas. C'est autour d'une semaine, mais ça a paralysé toute l'activité économique du pays. Et je pense que le Kenya, c'est l'un des pays de la région qui a une économie très dynamique, si c'est pas le meilleur. Donc, les autorités ont pris le problème au sérieux. Il y a eu des négociations, je pense, avec les pétroliers. Le gouvernement devait beaucoup d'argent aux pétroliers. Je pense que le président signait un gros chèque pour rembourser les pétroliers. Et puis, voilà, là, la crise a vite terminé, l'activité économique a repris. Moyennant, bien sûr, l'augmentation des prix du carburant. Au départ, les prévisions, c'était que le litre monte jusqu'à 44 kilashillings. 44 kilashillings, c'est autour de $0.4. Mais le gouvernement battait.
Il n'y a pas de pénurie de carburant ici à Kampala, même si dernièrement les prix ont monté. Cela n'empêche pas toutefois que toutes les stations-service aient du carburant en suffisance. Personne ne se lamente. On a du carburant chaque fois qu'on le souhaite. On a du carburant chaque fois qu'on le souhaite. Que les prix montent, c'est un problème commun pour tous les pays. Mais on ne trouvera jamais sur les stations une chaîne de véhicules en train de faire la queue pour le carburant. Même ici en Tanzanie, les prix du carburant ont grimpé. Aujourd'hui, un litre de mazout coûte 3425 francs chiliens. Mais il n'y a pas de pénurie. Les véhicules ne font pas la queue en attente du carburant. Au niveau de la frontière avec le Burundi, oui, c'est parce qu'il y a beaucoup de véhicules en provenance du Burundi qui viennent s'approvisionner. Maintenant où je te parle, je suis à une station-service à Kigali. Les prix du carburant n'ont pas beaucoup changé. Il n'y a pas de file d'attente. Les gens s'approvisionnent en carburant normalement. Un litre d'essence coûte 1359 francs rwandais. Le mazout coûte 1368 francs le litre. Et voilà, c'est par ces interventions de ces habitants de quelques pays de la sous-région que nous mettons point final à ce journal de ce lundi 9 mai 2022. Merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe de la rédaction. Merci également à l'équipe technique. Au micro, vous étiez avec Inès Gakiza. Excellente soirée chez vous.